Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai la joie et le plaisir de recevoir une fois de plus mon ami Tristan Casabianca, qui est un expert du linceul de Turin, qui a publié dans des revues académiques sur le sujet, pour venir nous éclairer dans la réponse que l'on peut donner à la récente vidéo qui est sortie du youtubeur Nota Bene, Nota Bene qui prétend avoir réfuté de manière décisive le linceul de Turin, à avoir apporté l'enquête décisive qui réfute enfin cette fraude médiévale, et en parallèle de répondre aussi à un article de La Croix qui est sorti il y a à peu près 3 semaines maintenant et qui s'était attaqué à l'authenticité du linceul. Alors déjà, Tristan, bonjour, comment vas-tu? Merci Mathieu, bonjour à toi, très bien. Oui. Alors, est-ce Alors, que tu peux te présenter rapidement à notre audience pour ceux qui ne te connaissent pas? je suis né en 1982 et me suis intéressé au linceul de Turin à partir des années 2005. J'ai publié mon premier article dans une revue académique en 2013 sur le linceul de Turin et je me suis notamment intéressé à la datation au carbone 14 et j'ai trouvé des archives un peu inédites, des données brutes, et j'ai donc publié dans une revue à comité de lecture d'Oxford d'archéométrie une contestation de la datation fameuse donc au carbone 14 de 1988 qui était parue dans Nature et qui donnait un intervalle calendaire de 1260-1390. Et donc, je continue aujourd'hui toujours activement à rechercher des faits, des données sur le linceul de Turin, que ce soit d'un point de vue historique ou d'un point de vue plus, on va dire, scientifique, statistique. Très bien. Et donc, dans cette vidéo, nous allons répondre à cette fameuse chaîne YouTube Nota Bene qui a énormément d'abonnés, hein, qui a plus de 2 700 000 abonnés, qui publie des vidéos sur des sujets liés à l'histoire, qui prétend avoir une certaine rigueur historique, scientifique, et voilà, et qui a sorti une vidéo sur le linceul de Turin aujourd'hui. Alors, je vais donner rapidement mon avis sur la vidéo, et puis Tristan, qui lui est expert, pourra expliquer de manière plus approfondie ce que je résume là en 2 minutes. Mais en ayant regardé sa vidéo qui fait 28 minutes, c'est assez décevant en réalité parce que les 17 premières minutes ne parlent pas du sujet du linceul. En fait, il parle d'autres reliques du Moyen Âge, des premiers siècles et d'autres sujets historiques qui peuvent être par ailleurs intéressants, mais ce n'est tout simplement pas le sujet de la vidéo qui est censée porter sur la question du linceul. Donc c'est quand même assez bizarre à première vue que sur une vidéo qui fait 28 minutes, on passe les 17 premières minutes à parler d'autre chose que le linceul. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que à partir de la 17e minute jusqu'à la 24e minute, ce monsieur commence à nous parler enfin du linceul, mais sous un angle uniquement historique, en rappelant ce qu'ont dit certains personnages au Moyen Âge, comme Nicole Orèse, Pierre d'Arcy, ou encore le pape Clément VII, et pour récolter des témoignages de personnes au Moyen Âge disant que le linceul était un faux, que c'était une fraude, etc. Et donc en fait, il prend la question du linceul uniquement sous un angle qui est historique, l'analyse historique des données. Or, les partisans de l'authenticité ne s'appuient pas sur des données historiques pour arguer que le linceul est authentique. Ils s'appuient sur des données scientifiques, notamment les données scientifiques qui ont été analysées par le STURP en 1978, qui est un groupe qui rassemblait énormément de scientifiques répandus à travers le monde pour passer des centaines d'heures à étudier ce tissu pour nous donner des certitudes physico-chimiques sur sa nature, sur sa constitution. Et donc, les arguments en faveur de l'authenticité sont fondés sur ces données scientifiques. On parlera après, probablement plus en détail, de la question de la superficialité de l'image, de la tridimensionnalité de l'image, de la présence d'une photographie en négative avec du sang, etc. Donc plein de détails que l'on sait aujourd'hui par la science physique et dont il faut trouver une hypothèse explicative adéquate pour essayer de rendre compte de ce fait. Comment quelqu'un au Moyen Âge, avec les outils dont on disposait au Moyen Âge, aurait pu être capable de produire une image qui présente les caractéristiques qu'il y a sur le linceul. Et malheureusement, à ma grande stupeur, la vidéo de Nota Bene n'a traité aucun argument scientifique en faveur de l'authenticité. Donc pour une vidéo qui se prétend être une réfutation décisive de l'authenticité du linceul, je trouve ça un petit peu faible. Voilà, qu'en penses-tu? Je te laisse peut-être commencer ton exposé et nous détailler un petit peu les arguments en question Mm. que tu veux aborder. Bah, je pense que Mathieu, tu as mis le débat au bon niveau. C'est-à-dire que c'est vrai que cette vidéo, elle est quand même décevante. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de révélation et il n'y a pas de révélation non plus d'un point de vue historique parce qu'elle traite déjà d'un fait qui a
un an, qui est relatif à une publication qui a fait, c'est vrai, quelques bruits concernant un nouveau témoignage qui est apparu dans les archives et qui est celui d'un conseiller du roi Charles V qui s'appelle Nicole Oresme, qui est on peut dire, un des grands penseurs français du XIVe siècle. Il a été ordonné évêque en 1377. Et voilà le témoignage qu'on a retrouvé et qui a été publié récemment. Et voilà ce que ce témoignage nous dit. Nicole Oresme nous dit « Je n'ai pas besoin de croire quelqu'un qui prétend « Quelqu'un a fait tel miracle pour moi, car beaucoup d'ecclésiastiques trompent ainsi les autres, afin d'obtenir des offrandes pour leur église. » C'est clairement le cas, le passage qui nous intéresse, d'une église en Champagne, où l'on a dit qu'il y avait le sudarium, donc le suaire, du Seigneur Jésus-Christ, et du nombre presque infini de ceux qui ont forgé de telles choses et d'autres. Donc là, on se dit, on a le premier témoignage finalement qui nous parle d'un point de vue chronologique du linceul de Turin, probablement écrit entre 1370 et 1382, à comparer au brouillon du mémorandum que l'on avait de Pierre d'Arcy qui datait des années 1389-1390 et qui lui aussi s'en prenait à l'authenticité du linceul de Turin. Donc on se dit, fantastique, on a quelque chose, enfin un nouveau témoignage. Mais à y regarder de plus près, finalement, qu'est-ce que ça nous apporte? Moi, je ne suis absolument pas convaincu, et je ne suis pas le seul, de l'intérêt finalement extraordinaire de ce passage. Et on va rejoindre aussi ta préoccupation un peu épistémologique, parce que c'est vrai qu'on a quelque chose qui est intéressant d'un point de vue historique, mais peut-être que qu'est-ce que ça nous apprend vraiment concernant le linceul de Turin en lui-même? On peut dire d'abord, comme je disais, qu'on a un témoignage qui va dans le sens du brouillon de Pierre d'Arcy, parce que ça nous montre donc qu'il existait une contestation avant 1389, et probablement quand le linceul est apparu au milieu du XIVe siècle, dans cette petite chapelle à Lirey, en France. Ça nous confirme aussi qu'il y avait des pèlerinages avant 1389, que le linceul de Turin était bien connu. Et ça nous confirme qu'il y avait une dévotion donc, qui aurait attiré les foules, comme le mentionne Pierre d'Arcy dans son mémorandum. Donc, en ça, on a, disons, un témoignage qui donne un peu de crédit, de poids. Mais tout de suite, on se pose des questions. Parce que là, on a juste une incise, on a juste une phrase qui est assez brève, et on n'a pas de date, on n'a pas finalement de diocèse, on n'a pas le nom de l'évêque, on n'a pas le nom de l'artiste, et évidemment, on n'a pas de technique. Donc, tout de suite, quelle est la portée de ce témoignage? On a une portée historique, une confirmation, mais quelle est la finalité de tout ça pour nous, chercheurs? Quel est l'apport en ce qui concerne la question de l'authenticité du linceul de Turin? Finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que, et des chercheurs, des historiens l'ont dit immédiatement, pas des partisans de l'authenticité, ils nous ont dit que c'est une note de bas de page, rien de plus. Pourquoi? Parce qu'on a finalement, on dit, Nicole Oresme, il n'a jamais vu le suaire, il l'a encore moins étudié. Le problème aussi, c'est que ça va dans le sens de son a priori philosophique. Pourquoi? Parce que Oresme, qui est un grand penseur, mais c'est un sceptique. On a un peu la première vague de scepticisme qui commence à émerger au XIVe siècle, notamment sur les miracles, comme il le dit dans son témoignage, et il est influencé par Guillaume d'Occam, il est influencé par le nominalisme. Donc métaphysiquement, on ne sera peut-être pas, toi et moi, d'accord avec lui. Bon, ça. Mais donc, on se dit tout de suite, malheureusement, on aurait préféré quelqu'un qui nous dise « Excusez-moi, ça me fait du mal de le penser, mais bon, vous comprenez, je suis obligé de dire du mal de cela, alors que finalement, au début, j'y croyais. » Ça, d'un point de vue historique, ça aurait eu évidemment plus de poids. En plus, on se rend compte qu'il nous parle de ce suaire qui est finalement assez obscur, et il ne nous parle pas des suaires qui avaient, comme le mentionne d'ailleurs la vidéo de Nota Bene, beaucoup plus de poids. Le suaire de Compiègne, qui est à une centaine de kilomètres de là où est Nicole Oresme, mais finalement, il ne nous en parle pas dans ce passage. Il ne nous parle pas non plus des reliques de la Sainte-Chapelle. Et on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'il y a un problème épistémologique majeur, et qui est finalement, quel est le poids qu'on peut accorder à un témoignage comme celui de Nicole Oresme quand on considère le savoir que nous avons accumulé
au cours du siècle dernier sur le linceul de Turin, avec, comme tu le disais, des centaines d'heures d'études. Donc, en fait, on a un passage qui ne contredit pas ou qui n'améliore pas notre connaissance physico-chimique de l'objet. On n'apprend rien sur la négativité, on n'apprend rien sur la superficialité, on n'apprend rien sur la tridimensionnalité, on n'apprend rien sur les traces de sang et sur l'image. Donc, on n'apprend finalement pas grand-chose. Et en fait, ça nous amène à une réflexion un peu plus générale. C'est comment on traite des témoignages historiques quand on a en face d'eux une somme de connaissances physico-chimiques. Et moi, ça me fait toujours un peu rire. On a débat souvent avec des athées, et tout à coup, on les voit accorder une grande croyance, un grand poids aux témoignages d'évêques médiévaux. Et c'est des évêques médiévaux qui, évidemment, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Ces évêques médiévaux, pour eux, le soleil tourne autour de la Terre. Pour eux, la circulation sanguine n'existe pas. Pour eux, le microscope, c'est pas quelque chose de concevable. Voilà, ils sont pas dans la lumière ultraviolette. Ils sont, évidemment, tout ça, c'est en dehors de leur faculté imagination, de leur faculté. Donc, c'est comment. La bonne question, c'est celle-ci, et je pense qu'il y a d'ailleurs un livre qui vient de paraître de Cheryl White là-dessus, qui s'intéresse à l'épistémologie, une historienne médiévale qui s'intéresse à l'épistémologie du linceul de Turin. Bah oui, ça nous confronte aux limites de notre connaissance humaine, tout ça. On a d'un côté des témoignages historiques, et de l'autre, on a un poids de cet objet au regard de nos connaissances physico-chimiques. Donc tout ça, c'est vraiment, il me semble, le bon niveau pour aborder ce témoignage qui n'est pas une révolution, très loin de là. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? Bah oui, hein, une image qui est finalement, qui reste incomparable. Et c'est un peu là où cette vidéo, moi, me fait sourire, parce que, comme tu le disais, elle essaye un peu on va dire, de squeezer le problème. On a un drap qui est vraiment incomparable. On a un historien de l'art spécialiste de l'histoire médiévale nous dit que c'est Gary Vican, il nous dit que c'est une réussite artistique sans précédent dans l'histoire de l'art. Donc en fait, on a, et c'est le problème qu'essaye de masquer cette vidéo, on a un génie médiéval, on a quelqu'un d'immoral pour le contexte de l'époque, qui est anonyme, qui est en Champagne au milieu du XIVe siècle, sans prédécesseur ni héritier. En fait, c'est un véritable défi pour les historiens de l'art, c'est une mise en échec de l'histoire de l'art. Et donc, je comprends leur embarras. Je comprends pourquoi, dans l'histoire de l'art, on a eu énormément de difficultés à parler, ne serait-ce que parler du linceul de Turin, parce que c'est un objet qui finalement ne rentre dans aucun cadre. Où est ce Léonard de Vinci qui serait apparu au milieu du XIVe siècle? Où est-il? Quelle est son école? Quels sont ses disciples? Et surtout, Léonard de Vinci utilisait de la peinture, et or on Bien a sûr, prouvé aujourd'hui par nos certitudes physico-chimiques qu'il ne s'agit pas de peinture, mais d'un rayonnement. Enfin, évidemment. voilà, ça ne tient Donc, pas. donc tout ça, rien ne cadre. Alors oui, on peut faire un peu du sophisme de composition, c'est-à-dire qu'on peut piocher un élément, on peut dire, tiens, en Espagne, il se passait ceci. Tiens, dans l'Égypte antique, il se passait ceci. Alors si j'associe ces deux éléments, bah forcément, regardez la probabilité que ça soit apparu au XIVe siècle en France, tout à coup, elle augmente. Mais non, mais c'est pas comme ça qu'on fait de l'histoire de l'art. Et aucun historien de l'art ne fait ça comme ça. Heureusement, ça serait vraiment, on va dire, placer une mine sous le concept même d'histoire de l'art. Non, il faut des traces historiques, il faut des disciples, il faut voilà, une trajectoire, quelque chose qui nous explique comment cette image que tous s'accordent pour dire qu'il est une réussite totale d'un point de vue de l'histoire de l'art, comment elle aurait surgi ex nihilo, j'ai envie de dire, au XIVe siècle. C'est absolument inconcevable. Hein. Donc ça, pour les historiens de l'art qui seraient partisans de la thèse du faux médiéval, ce serait, et c'est toujours, je pense, un défi majeur et qu'ils essayent d'occulter. Et ça, franchement, je leur souhaite beaucoup de courage. Et d'ailleurs, ça peut se voir un peu dans cette vidéo où, à un moment, il va mentionner
la thèse du bas-relief imprimé. J'ai envie de dire le retour de la menace, quoi. C'est une thèse qui a été… il va mentionner le nom d'un chercheur brésilien qui s'appelle Cicero Moraes, avec lequel, d'ailleurs, on a débattu, puisqu'on a répliqué à son article cette année dans la revue d'Oxford Archéométrie, en montrant bien que la reconstitution numérique qu'il proposait, sa thèse, c'est de se dire, finalement, pour expliquer la distorsion de l'image, elle est beaucoup mieux expliquée par un bas-relief, et il espère le montrer à partir d'un modèle tridimensionnel. Mais, j'ai envie de dire, il n'y a rien de neuf. C'est un chercheur, en plus, qui est très controversé. Hein. Ces reconstitutions, elles ont été très contestées récemment, au cours des 2 dernières années, par l'Académie tchèque des sciences et par l'égyptologue Zahi Hawass, qui est l'ancien ministre de la culture égyptienne, très connu, la figure, voilà. Donc, on a envie de dire, tout ça, c'est pas sérieux. Il balance un nom comme ça, mal orthographié, en plus, celui de Cicero Moraes. Il mentionne pas notre article en réfutation. Donc, bon, tout ça, c'est pas sérieux. Voilà. Hein, moi, j'ai envie de dire, quand on fait ce genre de vidéo, il faut plonger dans la littérature académique. Oui, c'est pénible au regard du monceau de papier académique de différentes qualités qu'on peut trouver sur le linceul de Turin, mais il faut faire cet effort-là, ne serait-ce que par rapport à, comme tu le disais, ses nombreux abonnés. Oui, et tu dis dans ton article que l'analyse de ce chercheur omet des caractéristiques essentielles de l'artefact. Et donc, en fait, tu penses notamment au fait que son modèle, admettons qu'il puisse expliquer la 3 dimensions, il n'expliquerait pas simultanément la 3 dimensions, la superficialité de l'image sur 0,2 micron et le négatif photographique de l'image. Or, c'est ces 3 éléments qu'il faut expliquer simultanément si on veut proposer une hypothèse alternative. Oui, j'ai envie de dire c'est pire que ça, parce qu'il dit à l'intérieur de l'article, que à mon avis Nota Bene n'a pas lu, hein, il dit « ça ne m'intéresse pas ». Il dit « je vous propose une reconstitution tridimensionnelle ». Attention, une reconstitution tridimensionnelle partielle de l'image, hein, il ne s'intéresse pas du tout à l'image dorsale. Donc, reconstitution tridimensionnelle de l'image frontale, en plus, sans réalisme anatomique, parce qu'il va procéder à une inverse. Il ne connaît pas le dossier, hein, manifestement. Donc, il va se tromper, il va prendre le pied droit pour le pied gauche. Enfin, bon, bref. Donc, ça concerne donc que l'image frontale. Il n'y a pas de mesure, hein, dans son article, ce qui est aussi embêtant pour un journal qui s'appelle Archéométrie. On n'a pas de mesure. Et il ne prend pas en compte ces caractéristiques microscopiques de l'image. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, pour nous, ça nous a fait un peu bondir là-dessus, parce que non seulement il ne connaît pas le sujet, c'est un sujet qui a été traité depuis 1902 par Paul Vignon. Enfin, donc, quand on a vu cet article-là, on était un peu consternés. Mais comme je le disais, c'est un personnage un peu spécial, très contesté, qui fait aussi beaucoup d'attaques personnelles. Voilà, c'est pas facile aussi de dialoguer avec lui. Il a une très haute, je crois, idée de lui-même. Donc, bon, le mettre en avant devant des millions d'abonnés, je trouve que c'est manifestement le signe de quelqu'un qui n'est pas du tout familier avec ses recherches. Oui, ça montre que Nota Bene n'a pas fait ses recherches et qu'il est juste dans le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'il va chercher uniquement des chercheurs qui vont dans ce sens. Et la preuve, il n'a jamais étudié aucun argumentaire en faveur de l'authenticité. Il ne connaît même pas les arguments en faveur de l'authenticité si on lui demandait. Il n'en mentionne aucun dans sa vidéo. Oui, je pense que c'est criant. Hein. Bon, de toute façon, dans cette vidéo, il n'y avait rien de révolutionnaire. Même le passage sur Oresme est daté. Hein. J'ai envie de dire que ça date déjà de plus de 10 mois, on le sait. Hein. Et le plus drôle, enfin, c'est qu'il s'appuie sur des travaux de l'historien Nicolas Sarzo et de Andrea Nicolotti, qu'il cite dans sa vidéo. Mais j'ai envie de dire que le témoignage qui a été redécouvert de Nicole Oresme, c'est malheureusement aussi un désaveu pour Nicolas Sarzo et pour Andrea Nicolotti, qui, eux, ont été stipendiés pour Andrea Nicolotti pendant plus d'une décennie pour chercher des témoignages sur le linceul de Turin, un témoignage historique, et pour Nicolas Sarzo qui a fait sa thèse de doctorat là-dessus, et qui n'ont pas trouvé ce témoignage. C'est quelqu'un qui a dit au détour d'une conversation, « Ah, au fait, je t'ai pas dit, mais j'ai ce témoignage-là dans mes archives,
On en avait déjà parlé en 1930, on en a reparlé dans les années 60 ou 70, je ne sais plus. Tiens, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et bon, il ne le savait pas. Donc moi, je l'aurais mal pris si j'avais été un chercheur comme Andrea Nicolotti ou Nicolas Sarzo. Mais bon, du coup, au moins, ça augmente notre connaissance. Ça, il faut pas. Voilà, il faut leur rendre grâce pour ça. Ça augmente notre connaissance sur le caractère historique de la contestation au XIVe siècle. Et ça nous donne aussi de l'espoir parce que peut-être que bientôt, on va trouver d'autres sources sur le linceul de Turin. Et moi, je suis convaincu que plus on trouvera de sources, plus on fera des recherches, plus ça nous amènera à donner des arguments en faveur de l'authenticité. Très bien. Donc, voilà. Alors, ça, c'était un peu pour la vidéo de Nota Bene. Hein, il est paru aussi, juste avant Pâques, un article, un dossier dans la Croix. Un dossier dans la Croix qui très long, hein, où on nous dit c'est le vrai du faux. On nous promet de nous dire on va vous apprendre finalement pourquoi il ne faut pas croire en l'authenticité du linceul de Turin. Vous voyez bien que vous allez voir que tout cela, c'est pas très sérieux. Donc, Alors, je malheureusement, cet note juste avant article-là, ça que oui, La Croix prétend être un journal catholique. Alors, évidemment, les catholiques ne sont pas obligés de croire à l'authenticité du linceul. Ce n'est pas une exactement. matière de foi, donc les catholiques peuvent être en désaccord sur cette question. Mais la moindre des choses, quand on se prétend être un journal, qui plus est un journal catholique, c'est quand même de donner la parole aux partisans des deux thèses. C'est-à-dire, OK, vous pouvez donner la parole à certains qui argumentent contre l'authenticité, mais au moins essayer de donner aussi la parole à ceux qui argumentent en faveur de l'authenticité. Je veux dire, c'est la base de la déontologie journalistique. Là, je m'adresse à ceux qui ont écrit cet article de la Croix. Enfin, je ne sais pas comment vous faites votre métier, mais un journaliste qui est honnête, il doit donner les avis des deux sources, surtout quand c'est un sujet controversé. Donc moi, je pense qu'il y a une vraie faute morale à ce point-là, c'est qu'il y a un manque de déontologie journalistique à la Croix, et je suis sidéré que cet article ait été approuvé sans aucune contestation dans leur journal. Voilà. C'est-à-dire que je pense que le journaliste a réalisé, il s'est longuement intéressé au sujet, il a longuement fait des interviews, moi, on a discuté pendant 1 heure. La question, c'est qu'est-ce qu'il en retient et comment il présente les faits. C'est-à-dire, est-ce qu'il avait la possibilité à l'intérieur de son papier d'argumenter en faveur de l'authenticité? Je vois mal Lacroix argumenter en faveur de l'authenticité du linceul de Turin. Après, peut-être que j'ai un a priori à l'encontre de Lacroix, mais je pense que ce n'est pas tout à fait leur ligne éditoriale. Donc, même s'il avait été convaincu, est-ce qu'il aurait pu aller dans ce sens? On me permettra d'être moi aussi légèrement sceptique, mais c'est peut-être. Je Ce veux bien qu'on me dise scepticisme que est je fondé. suis. Ce scepticisme est fondé. Je veux bien qu'on me dise que je suis médisant sur ce point. Mm. Donc, je ne pense pas qu'on lui aurait laissé publier un tel article s'il avait argumenté en faveur de l'authenticité. Donc, oui, donc il fait des erreurs. Bon, il fait beaucoup d'erreurs dans cet article-là. Il fait des erreurs sur la négativité de l'image. Bon, après, on va pas tout. Le but, c'est pas d'étudier en détail toutes les erreurs de l'article parce que manifestement, ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Mais c'est juste peut-être de montrer aux personnes qui regardent cette vidéo souvent les erreurs qui sont faites en matière de réfutation de l'authenticité. Par exemple, il nous dit, il s'attaque à la négativité de l'image. Il nous dit, la négativité de l'image, les cheveux apparaissent d'ailleurs étonnamment blancs. Oui, forcément, mais parce que quand on parle de négativité de l'image, en fait, ce que les chercheurs entendent par là, c'est que les détails de l'image vont être beaucoup plus faciles à percevoir de manière spectaculaire une fois que l'image est en négatif. Et ça, vous pouvez peut-être le voir dans l'illustration qui est en bas, où on a cette jeune fille, cette femme qui tient le visage du linceul de Turin en positif et en négatif. Vous voyez, par exemple, que ses cheveux sur le négatif apparaissent beaucoup plus blancs, mais que l'image, la face du linceul de Turin apparaît, elle, on la remarque, on distingue les détails de façon bien meilleure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la négativité de l'effet négatif du linceul de Turin. Et manifestement, pour un journaliste qui dit avoir passé de nombreuses heures à chercher et à enquêter sur le sujet, ne pas comprendre ce concept fondamental de négativité de l'image, moi, je trouve ça un peu embarrassant, d'autant plus que ce n'est pas le seul. Il ne comprend pas non plus la superficialité de l'image, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas, il nous dit la superficialité de l'image, c'est pas du tout comme vous pouvez, il n'y a pas de
il n'y a pas d'étude de consensus qui irait jusqu'à 0,2 microns, c'est-à-dire un cinquième d'un millième de millimètre, que l'image serait superficielle, ne pénétrerait pas plus loin que un cinquième d'un millième de millimètre sur une fibre, c'est-à-dire juste ce qu'on appelle la première couche, la couche la plus superficielle de la fibre. Hein, parce que qu'est-ce qu'il y a dans un fil du linceul de Turin? Un fil du linceul de Turin, c'est composé de 200 fibres, et l'image serait, selon la thèse de la superficialité de l'image, uniquement sur la couche la plus superficielle. Or, ce qu'il ne dit pas au lecteur, et là où c'est trompeur, c'est qu'en fait, il y a deux niveaux de superficialité. Il y a un niveau de superficialité premier, on va dire, où l'image, elle n'est présente que sur les 2 ou 3 fibres les plus extérieures de chaque fil. Donc, en fait, elle n'est présente que sur les 2 ou 3 fils par rapport aux 200 fils que contient, aux 200 fibres que contient chaque fil. Et c'est une caractéristique qui n'est plus remise en cause par personne, qui a été remarquée par un égyptologue pour la première fois, qui s'appelle Silvio Curto, en 1973, qui a été confirmée par le STURP et confirmée par tous les autres chercheurs. Plus personne ne la remet en cause. Et ça, évidemment, le lecteur ne le sait pas. Et en plus, la façon dont il présente les études qui argumentent en faveur de la superficialité de l'image sur chaque fibre, un cinquième d'un millième de millimètre, elle est extrêmement biaisée parce qu'il nous dit que ça remonte qu'à 2010, alors qu'en fait, ça a été déjà trouvé par un chercheur, Ray Rogers, qui l'avait mentionné bien avant le chercheur Giulio Fanti. Bon, bref, et il y a eu d'autres confirmations après en 2015. Et bon, tout ça est manifestement très trompeur. Et j'ai envie de dire, ça me fait de la peine aussi quand je vois ça. C'est-à-dire qu'en très peu de mots, comme doit le faire un journaliste, il y avait une manière, je pense, beaucoup plus précise, beaucoup plus honnête, beaucoup moins trompeuse de parler du sujet. Donc, une erreur, des erreurs fondamentales sur la superficialité de l'image. Un discours, il nous dit, et c'est quelque chose qu'on entend très souvent, vous comprenez, les syndonologues font n'importe quoi, alors que le monde académique, lui, serait là beaucoup plus peu enclin, il nous dit, à l'exposition médiatique et aux controverses, se tenant à l'écart de la parascience autour du linceul de Turin, et tandis que les syndonologues, eux, utiliseraient des méthodes uniques, ce qui rend la plupart de leur production scientifiquement inclassable. Moi, je dis que c'est totalement, là, c'est extrêmement trompeur. C'est-à-dire que c'est un refrain qu'on entend énormément chez Andrea Nicolotti, comme je disais, ou chez Nicolas Sarzo, mais pour moi, ça n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, le directeur du Centro international d'études sur le linceul de Turin, Gian-Maria Zaccone, il le dit, nous ne croyons pas à la syndonologie comme science. Il dit c'est un container multidisciplinaire. C'est un peu, pour prendre une image, comme l'égyptologie, puisque je mentionnais Hawass. C'est un peu comme l'égyptologie. L'égyptologie, elle utilise des outils comme l'archéologie, comme des outils comme, je sais pas moi, comme un laser, comme l'histoire, comme l'étude des manuscrits et tout ça. Mais voilà, c'est pas une, on va dire, une science au caractère, au sens primaire du terme. Voilà, c'est pas de la physique, l'égyptologie. La syndonologie, c'est la même chose. On utilise des sciences, on utilise des données, des connaissances, et on les applique à un objet, le linceul de Turin. Et en plus, comme le fait remarquer Paolo Di Lazzaro, qui est vice-directeur lui aussi du centre officiel de Turin, il le dit, Nicolotti, finalement, c'est un peu le premier des syndonologues, puisqu'il a fait de façon concrète toute sa carrière académique à parler, et sa réputation, à parler du linceul de Turin. Donc, et Nicolotti, et Paolo Di Lazzaro le dit bien, il dit quand Nicolotti définit la syndonologie comme une pseudoscience, simplement et sans distinction, il s'insulte lui-même et les autres professionnels qui étudient les questions historiques et scientifiques non triviales posées par le linceul. Et en plus, j'ajouterais que souvent, pas mal de ces chercheurs qui s'imaginent être on va dire des esprits forts et non syndonologues font l'éloge, un peu comme Nicolotti dans un de ses livres phares, de nombreux syndonologues amateurs qui, eux, n'ont jamais publié dans des revues académiques, mais ils en disent du bien, pourvu qu'ils soient en faveur du faux médiéval. Dans ce cas-là, on peut utiliser leurs travaux et en dire du bien. Voilà, ça, c'est toute la partialité aussi du sujet.
Donc, bon, après, je ne sais pas si on peut, voilà, l'article dans la Croix, par exemple, il est totalement, euh, j'allais dire, totalement dépassé parce qu'il nous parle du sang comme on en parlait encore dans les années 80, mais on n'est plus dans les années 80. Pour eux, lui, il est resté à la vieille controverse qui avait émergé entre Alan Adler, John Heller et Walter McCrone, qui était donc Alan Adler et John Heller étaient en faveur du sang humain, qui étaient des chimistes, et Walter McCrone, qui était un spécialiste du microscope, lui argumentait en faveur de résidus de peinture. Mais on n'est plus dans les années 80. Aujourd'hui, on a eu des confirmations indépendantes et ça fait, je veux dire que la présence de sang sur le linceul de Turin ne fait plus débat. J'en prends un exemple très bref pour bien montrer. Durant l'ostension de 2015, donc durant la grande exposition qui a eu lieu en 2015, des chercheurs ont pu réaliser de la spectroscopie sur 4 taches de sang et ils disent que cela leur a apporté des éléments de preuve supplémentaires indiquant que les taches de sang sur le suaire contiennent de l'hémoglobine ancienne dégradée en méthémoglobine, comme l'avaient suggéré des études antérieures utilisant d'autres outils. Et ce n'est pas le seul. Je veux dire, on pourrait aligner les études qui, sur des échantillons du linceul de Turin, ont montré qu'il y avait bien du sang. Donc, j'ai envie de dire, c'est un combat d'arrière-garde totalement dépassé qui ne rend pas compte du tout de la littérature académique sur le sujet. Donc, malheureusement, au mieux, c'est très paresseux. Alors après, bon, il parle évidemment de... bon, il me fait l'amitié de me mentionner, il parle de la datation de 1260-1390, où il dit qu'avec 2 statisticiens italiens affiliés à un laboratoire d'économie, donc le chercheur indépendant, donc je crois que c'est moi, dit avoir mis à jour une hétérogénéité dans les mesures invalidant la fameuse datation. Donc leur article a même été publié en 2019 dans Archéométrie, une revue liée à l'université d'Oxford. Mais les experts du carbone 14 se montrent plus que réservés vis-à-vis de cette étude. Et dit-il, en citant, « Ils n'ont rien compris à la façon dont les mesures sont faites, commente, avant d'énumérer les détails techniques, le directeur et une chercheuse d'un laboratoire français qui souhaite rester anonyme, car dans ce genre d'affaires, tout est polémique, voire diffamatoire. » C'est sûr qu'avec ça, on est bien embarqué. Donc là, c'est la science comme on l'aime, quoi. Hein. C'est-à-dire que... C'est courageux. C'est Quel courage. exactement. Quel courage. Surtout que, oui, notre article n'a jamais été contesté. Il aurait très bien pu l'être dans la revue Archéométrie. Il aurait bien pu l'être dans n'importe quelle autre revue. Il n'a jamais été contesté. C'est même le contraire, puisqu'il a été confirmé dans différentes revues. Et puis, même, enfin, je connais des directeurs de laboratoires qui ont lu notre article et je discutais très longuement avec certains et qui sont tout à fait d'accord quand... oui, enfin, voilà, donc tout ça, c'est amusant d'un point de vue journalistique, mais ça ne fait pas une réfutation académique. Quand, par exemple, on est même cité maintenant dans des manuels d'archéologie classiques d'université, nos travaux. Par exemple, dans un manuel d'archéologie de référence qui dit donc les données brutes issues de la datation originale du sphère ont été remises en question ces dernières années, donc en nous citant nos travaux, et plusieurs spécialistes ont suggéré que l'absence d'homogénéité statistique indique certains problèmes avec les échantillons originaux. Donc bon, voilà, tout ça, malheureusement, on en reste au niveau du journalisme et du témoignage anonyme. Bon, j'ai envie de dire, et du témoignage anonyme, ça serait intéressant, à la limite, s'il y avait un argument, mais derrière, il n'y en a rien. Il n'y a rien. Donc, bon, non, là-dessus, malheureusement, je crois que je suis assez solide sous mes appuis. S'il y avait une façon de contester nos résultats, ça aurait été déjà fait. Je peux t'assurer que les laboratoires qui étaient impliqués dans la datation ont bien lu notre article. Hein, j'en ai la certitude. Hein, donc, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, bon, tout ça me fait assez rire, mais le plus fin. Et surtout que, bon, il essaye donc de nous rabaisser avec des arguments, des attaques personnelles. Bon, tout ça, c'est assez faible, assez petit, on va dire. Hein. Pas très Donc, scientifique. bon, voilà. Malheureusement, après, quand on se pense et quand on dit, on prétend favoriser, être le héros d'une démarche un peu scientifique, ou voilà, malheureusement, c'est pas terrible, on va dire. Hein, voilà.
je trouve que ça donne pas une bonne image de lui. Alors, oui, là, après, j'ai mis toutes des publications qui mentionnent notre article, voilà, diverses et variées. C'est qu'un échantillon représentatif pour Oui, tout et l'esprit. surtout, ça montre à nos auditeurs que le débat sur le carbone 14 n'a pas été absolument tranché et qu'aujourd'hui, dans la Non, littérature académique contemporaine, même par ceux qui ne sont pas forcément des partisans de l'authenticité, eh bien, cette étude, publiée en 2019 par Tristan Casabianca et d'autres, est mentionnée et prise très au sérieux. Donc voilà, il y a un monde entre ce que disent les revues académiques et ce que dit le journal La Croix, qui oui, travestit en fait ce que disent les universitaires sur le sujet. exactement. C'est facile, ou même Nota Bene. J'ai vu qu'il y avait fait allusion dans sa vidéo. Il cite voilà, un chercheur qui, dans Le Monde, aurait déclaré que. Mais ne le déclare pas dans Le Monde, va le déclarer dans une revue académique, j'ai envie de lui dire. Voilà. Ouais. C'est facile de prendre une citation et de dire oui, c'est rien, etc. Montre-moi. Voilà. Montre-moi où est l'erreur. Dans ce cas-là, on va s'amuser. Voilà. Donc oui, après, on a un feu d'artifice. On retombe là. J'ai presque envie de dire, on est au-delà de Cicéron Moraes. On a un historien médiéval qui nous dit c'est une peinture très dégradée, parce qu'il faut bien expliquer. On aurait toujours à la même chose. Comment expliquer l'image? Elle nous dit c'est une peinture très dégradée. Vous comprenez, elle se serait dégradée de façon un peu uniforme. Et donc finalement, bah, on aurait ça au bout de 6 siècles, on aurait cette image-là. Non, on le sait depuis. Je veux dire, ça va à l'encontre de nos connaissances physico-chimiques les plus élémentaires. À un moment, il faut ouvrir les publications scientifiques. Hein. À un moment, c'est bien beau d'être déboussolé par le linceul de Turin, mais il faut quand même se raccrocher à ce qu'on sait. Hein, c'est pas non plus une toile imprimée, parce que la superficialité de l'image est quelque chose de certain, parce qu'il n'y a pas de contour sur le. Voilà, il n'y a pas de contour, on va dire, très bien dessiné. Il n'y a pas d'image sous les traces de sang. Il y a des traces de sang, comme on l'expliquait, sur une toile imprimée. Donc tout ça, moi, je leur dis, mais allez-y, faites-nous des propositions, montrez-nous comment on peut faire une peinture qui ait les caractéristiques principales du suaire de Turin. Allez-y, n'hésitez pas. Je pense que le monde entier sera extrêmement intéressé. Il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur. Et je pense que ça nous donnera un grand progrès dans nos connaissances de l'histoire de l'art au XIVe siècle. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Je leur dis, lancez-vous. Et après, il y a peut-être ce petit témoignage qui se trouve à la fin de l'article de La Croix, et peut-être que je voulais là avoir un peu ton opinion. Parce qu'on a un théologien qui nous dit la preuve de la foi, c'est la foi elle-même. Voilà ce qu'il nous dit. Il y a une cohérence entre les données de la foi et de la raison humaine, ça on sera peut-être d'accord. Pour les chrétiens, la foi repose d'abord sur Dieu. Okay. La preuve de la foi, pourrait-on dire, c'est la foi elle-même. Comme le disait saint Paul dans l'Épître aux Romains, l'Esprit Saint lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, grosso modo, il n'y a pas besoin d'avoir de preuve de la résurrection. La preuve, parce que votre foi n'en a pas besoin, la preuve de la foi, c'est la foi elle-même. Je simplifie, mais je Ok. pense que je suis assez bon là. Je suis assez. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ce prêtre peut être dominicain, parce que normalement les dominicains sont censés être des intellectuels qui connaissent bien la théologie, qui connaissent bien la foi de l'Église. Or, quand vous lisez l'enseignement du magistère de l'Église, notamment le Concile Vatican I, dans la Constitution Dei Filius, les preuves de la foi, c'est des preuves externes, des preuves extérieures à la révélation. C'est aussi cité dans le Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 156, qui nous parle des preuves extérieures de la révélation. Aussi, pour l'épreuve de la résurrection, la référence, c'est Denzinger 2754, qui nous dit: On n'a point le droit d'attendre d'un incrédule qu'il admette la résurrection de notre divin Sauveur avant de lui en avoir administré des preuves certaines, et ces preuves sont déduites par le raisonnement. Fin de citation. Donc l'Église nous dit que on peut prouver historiquement par des arguments externes la vérité de la résurrection du Christ. Donc, on peut faire des arguments du type historique. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus si ça intéresse les auditeurs. Mais il se trouve aujourd'hui qu'on a le linceul de Turin qui semble être un bon argument qui va dans cette direction. Affirmer, comme le fait ce dominicain, la preuve de la foi, c'est la foi elle-même, c'est circulaire, ça n'a aucun sens. La preuve de X, ça ne peut pas être X. Et il s'appuie sur Saint Paul pour dire ça, mais Saint Paul ne dit pas ça. Il nous dit que l'Esprit Saint lui-même atteste à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Qu'est-ce que veut dire Saint Paul? Ça veut dire que l'Esprit Saint nous donne à faire savoir par un sentiment très fort et interne qu'on est enfant du Père. Mais ça, c'est pas circulaire.
Saint Paul, il dit pas la foi est prouvée par la foi elle-même. Non, il vous dit, vous les croyants, vous, l'Esprit Saint vous a donné des dons de ressentir au fond de vous que vous êtes les enfants bien-aimés du Père. Ça n'a rien de circulaire. Donc, il s'appuie sur une citation de l'Épître aux Romains qui n'a rien à voir par rapport à son affirmation circulaire. La preuve de la foi, c'est la foi elle-même. Je n'ai jamais vu une affirmation aussi stupide de ma jeune carrière d'apologète. Je ne comprends pas comment un dominicain peut affirmer une phrase aussi stupide qui contredit la foi de l'Église, qui contredit Dei Filius de Vatican I, le catéchisme de l'Église 156 et plein d'autres documents du magistère, notamment Pie XII dans Humani Generis, qui nous dit que Dieu a disposé de grands nombres de signes éclatants qui nous permettent de prouver de façon certaine l'origine divine de la religion chrétienne par les seules lumières naturelles de notre raison. Donc, l'apologétique telle que l'enseigne l'Église, c'est une apologétique extrinsèque qui fait appel à des arguments externes. Ce n'est pas cette bouillie intellectuelle que défend ce dominicain. Pour moi, c'est absurde. Est-ce que tu as quelque chose, un mot de la fin, d'autres choses à ajouter? Oh non, moi je suis content qu'il y ait beaucoup de vidéos qui sortent comme ça hein, sur le linceul de Turin, que ça agite beaucoup. Hein. Je pense qu'on n'est pas, on n'est pas au bout de nos surprises et je pense, comme je le disais, que bientôt nous allons avoir beaucoup d'arguments supplémentaires en faveur de l'authenticité parce qu'il y a ce progrès de la connaissance. Il n'y a pas à avoir, il n'y a pas vraiment à avoir de réticence concernant la science et les arguments scientifiques que l'on peut produire en faveur du linceul de Turin, mais en faveur de la résurrection, comme tu le disais, en faveur de l'existence de Dieu. Vraiment, il faut, et c'est un peu le combat que l'on mène, toi et moi, c'est vraiment, on est vraiment soucieux de cette apologétique moderne, cette apologétique qui n'a pas honte d'elle-même, qui est capable de produire des arguments, de s'engager dans un débat contemporain et, et finalement de donner le meilleur de ce que peut offrir le christianisme. C'est quand même cette religion du logos incarné. On est là pour ça. Et on est là pour s'engager à l'intérieur de la société et pour dire, écoutez, venez et voyez, il y a aussi de bons arguments en faveur de l'existence de Dieu et de la résurrection. Et je pense que le linceul de Turin, comme tu le disais, en fait partie. Oui, et donc moi je terminerai avec cette invitation aux sceptiques. Si vous voulez faire des réponses intelligentes sur la question des arguments contre l'authenticité du linceul, présentez-nous une hypothèse alternative à la création de l'image en faisant uniquement usage des outils qu'on avait au Moyen Âge. Donc expliquez-nous concrètement un processus méthodologique pour générer une image avec les outils du Moyen Âge qui a une superficialité de 0,2 micron, un cinquième d'un millième de millimètre, qui a de l'information en trois dimensions et qui est aussi en négatif, avec du sang sur l'image et puis toutes les traces de la passion, de la crucifixion, de la couronne d'épines, etc. Présentez-nous un scénario alternatif avec ces outils du Moyen Âge où on pourrait créer une telle image. Tant que ça, ce n'est pas présenté, euh, eh bien, il y a un problème. En fait, tous les arguments qu'utilisent les sceptiques en ce moment, c'est des arguments purement historiques qui ne répondent absolument pas à nos certitudes physico-chimiques de la science actuelle. Et donc, je dis ça à la fois pour Lacroix et surtout Nota Bene, qui lui n'a même pas essayé de répondre sur le fond à nos arguments scientifiques. Voilà, je terminerai là-dessus. En tout cas, merci Tristan d'être venu sur cette chaîne pour parler de ce sujet passionnant. Et puis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo ou des débats, si des athées ou des sceptiques veulent débattre avec Tristan Casabianca. On a déjà réalisé ce genre de choses avec la chaîne YouTube Abstiners et un autre de ses collègues. On a vu comment ça s'est terminé. Autrement dit, les athées sont incapables de répondre sur le fond aux arguments développés par les partisans de l'authenticité comme Tristan. Donc, s'il y en a dans les commentaires qui se sentent de venir débattre sur le fond de ce sujet, vous êtes les bienvenus. On peut organiser le débat sur cette chaîne ou sur une autre chaîne comme Mi Raison de Croire. Et on vous attend. Voilà. Bonne soirée à toi, Tristan, et puis bonne soirée à chacun. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne soirée.